L'ombre du Vésuve plane au-dessus des ruines de Pompéi, rappelant à jamais l'éruption survenue en l'an 79 de notre ère. Personne n'avait présagé la catastrophe. Les gens qui vivaient ici ne savaient probablement pas que le Vésuve était un volcan. Pendant 18 heures, une pluie de cendres et de ponces s'est abattue sur la ville. Qu'il y a eu des signes avant-coureurs. La terre a dû trembler à plusieurs reprises. On devait sentir le dioxyde de soufre expulsé du magma depuis l'intérieur du volcan. Il a dû y avoir des émissions de vapeur en provenance du Vésuve, alors que le magma montait et entrait en contact avec l'eau. Les animaux et les oiseaux ont sans doute quitté la zone en sentant que quelque chose se préparait. Puis, environ 1 heure avant l'éruption, le Vésuve a craché des cendres et de la vapeur. Les gaz contenus dans le magma ont accru la pression à l'intérieur du volcan qui, à cette époque, n'avait pas de cratère mais était fermé par une roche très dure. Cette pression a augmenté de façon continue jusqu'à faire exploser le sommet du volcan. Le magma et les roches ont jailli du volcan et se sont élevés très rapidement dans l'atmosphère, sur plusieurs dizaines de kilomètres. À ce moment-là, les habitants de Pompéi ont dû comprendre. Mais sur le coup, ils n'ont rien entendu, parce que le son de l'explosion a mis 24 secondes à leur parvenir. La plus grande campagne de fouilles entreprise à Pompéi depuis plusieurs décennies touche à sa fin. Depuis plus d'1 an, des archéologues italiens travaillent à mettre au jour un nouvel îlot urbain, l'Insula 10. Dans un ensemble de bâtiments enfouis sous les débris volcaniques, ils ont découvert un grand four qui indique qu'il y avait là un important atelier de fabrication de pain. Il est magnifique. Dans une petite pièce adjacente, ils ont retrouvé les squelettes écrasés de 2 femmes et d'un enfant. Mamma mia. Probablement des esclaves. À côté, un atrium ou espace d'accueil était en cours de rénovation au moment de l'éruption. Cette maison était en travaux, ça ne fait aucun doute. Les archéologues y ont découvert de somptueux meubles en marbre et des fresques aux couleurs éclatantes, dont l'une représente une sorte de pizza. Un 3e bâtiment abritait une laverie haut de gamme qui semble avoir appartenu au même propriétaire. Ses initiales, ARV, ont été retrouvées gravées sur une meule à grains. C'est comme si on entrait en contact avec quelqu'un qui n'est plus là, mais dont les traces sont partout présentes. Les archéologues fouillent maintenant une nouvelle zone, située derrière la boulangerie. Un vaste ensemble aux pièces spacieuses. Alors que les premières peintures murales apparaissent, l'hypothèse se confirme. C'est une maison cossue qui appartenait à un riche propriétaire. Était-ce la demeure du mystérieux ARV ? C'est toujours fascinant de voir émerger de nouveaux éléments. On a l'impression d'être face à un grand puzzle dont les pièces se mettent doucement en place. Notre but, c'est de comprendre quelle était la vie de cette maison et de ses habitants et de faire éclater cette histoire au grand jour.
Sous un grand escalier, l'équipe fait une découverte étonnante. La première du genre à Pompéi. Bonjour les gars. Ça va? Bonjour, Gennaro. Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? On a du nouveau. Regarde. Incroyable. C'est dessiné au fusain. À même le plâtre? Exactement. Ça ressemble à deux guerriers. Et ça continue de l'autre côté. On dirait des gladiateurs. Oui. La tenue et les boucliers sont caractéristiques. Le dessin est de qualité, les corps sont bien proportionnés. On voit le soin porté aux détails. Celui qui a fait ça savait dessiner. C'était un bon artiste. Et il connaissait son sujet. Ses hommes et la façon dont ils combattaient. Il a dessiné ses idoles. C'est ça. Les gladiateurs, c'était un peu comme nos footballeurs. Tout à fait. Dans la Rome antique, les gladiateurs étaient de véritables icônes, des athlètes célèbres et adulés. À Pompéi, on a retrouvé de nombreuses images de gladiateurs sur des fresques funéraires colorées ou des graffitis. Mais ces dessins sont uniques en leur genre, car ils ont été exécutés au fusain. Qu'est-ce qui a pu inspirer le mystérieux artiste quelques heures avant la catastrophe? À 2 pas du chantier de fouilles se dresse l'amphithéâtre de Pompéi. En l'an 79, c'est ici que les gladiateurs s'affrontaient. Ces dessins retracent-ils un combat qui aurait eu lieu dans cette arène? Ce n'est pas le Colisée de Rome, mais l'amphithéâtre de Pompéi est une merveille. L'avantage, c'est qu'il est plus petit, plus intime. Toutes les places, même les moins chères, offraient une vue imprenable sur ce qui se passait dans l'arène. Il y avait 2 types de gladiateurs très populaires. D'abord le thrace, l'équivalent d'un poids moyen, coiffé d'un casque à large bord orné de plumes. On le voit ici, avec son petit bouclier et son arme emblématique, la sika. C'est cette petite épée, une simple dague très fine, mais l'une des armes les plus dangereuses dans l'arène. Le thrace se bat contre le myrmillon, le char d'assaut des gladiateurs. Il est armé d'un scutum, ce grand bouclier, qui était aussi l'une des armes de l'armée romaine. Et ça, c'est le début du combat. Les 2 hommes viennent d'entrer dans l'arène. Ils se jaugent avant de s'affronter. Le dessin suivant montre l'issue du combat. L'un des gladiateurs vient de se faire arracher son bouclier. Les épées s'entrechoquent. C'est le moment de la victoire, du triomphe de l'un et de la déconvenue de l'autre. Je dirais que c'est son gladiateur, son idole. À la fin de la journée, il est rentré chez lui et, avec un bout de fusain, il a immortalisé ce moment. 18 heures après le début de l'éruption, le calme semble revenu. Mais l'immense nuage de cendres et de roches est devenu instable. Il s'effondre sur lui-même, entraînant plusieurs avalanches de particules incandescentes qui dévalent les flancs du volcan. Appelées coulées pyroclastiques, elles sont dévastatrices et n'offrent aucune chance de survie. Elles peuvent atteindre des températures de plusieurs centaines de degrés et se déplacent à des dizaines de kilomètres à l'heure. Personne ne court aussi vite. C'est une mort atroce.
Non seulement la chaleur est intense, mais les gaz contenus dans ces nuées vous empoisonnent de l'intérieur. Ils vous étouffent et détruisent les poumons et le système respiratoire. On ne peut plus respirer. Par chance, les premières coulées ont épargné Pompéi. Elles se sont déversées en direction de la côte, jusqu'à la ville romaine d'Herculanum. Dans un premier temps, les Pompéiens n'ont pas été touchés. Sur le chantier, l'équipe a mis au jour un grand relief aux dimensions inhabituelles. C'est une découverte rare et de grande valeur. On y voit un serpent sculpté en bas-relief dans l'une des dernières pièces encore inexplorées de la boulangerie. Les serpents étaient les divinités gardiennes du foyer et ornaient souvent les sanctuaires et les autels. Le domicile, le foyer familial, est un lieu très particulier du point de vue religieux. Dans l'Antiquité, on considère que tout est d'une certaine façon sacré. Les dieux vivent sur les sommets. Les rivières et les arbres sont habités par des nymphes. Les planètes portent le nom de divinités comme Vénus, etc. Et le serpent, lui, fait le lien entre le monde souterrain et le monde des humains. Il garantit l'abondance et la richesse. Il est perçu comme un esprit positif et on le voit souvent représenté sur les autels. Ce relief représentant deux serpents constitue une nouvelle découverte inédite. Dessous, l'équipe a enfin trouvé ce qu'elle cherchait. Un petit autel surmonté d'une fresque avec un troisième serpent. Il y avait beaucoup de choses à protéger. La maison, la boulangerie, la foulerie. C'est clair. On ne voit pas très bien quelle est l'offrande. Ça ne ressemble pas à de la viande, peut-être des fruits. Oui, ici. J'imagine que vous n'avez pas retrouvé de vestiges botaniques. Si. Pour la plupart, les offrandes trouvées dans les sanctuaires de Pompéi ne contiennent que des matières végétales. Mais en laboratoire, l'équipe fait une découverte inédite. Voici les restes prélevés sur le site du Laraire, sur l'autel. On y trouve des fruits secs, comme des noix. On a aussi des glands, des pignons de pin, des figues, des dattes et une grande quantité de noyaux et de résidus provenant de la fabrication de l'huile d'olive qui était utilisée comme combustible. Cette offrande, mélange inédit de fruits, de viande et de poissons, était-elle un dernier geste désespéré pour tenter d'apaiser les dieux pendant l'éruption ? Dans la Rome antique, rituels et offrandes n'étaient pas les seuls moyens de s'assurer la protection divine. Pour se préserver du malheur, on portait aussi des amulettes et des talismans. Celui-ci, perdu par un Pompéien lors de sa fuite, rassemble de nombreuses divinités. Ici, on peut voir un serpent enroulé autour d'un arbre, un oiseau, probablement un aigle, un chien, et cet anneau qui permettait, en cas de départ précipité, d'emporter avec soi cette figurine divine qui est en l'occurrence dotée de grands pouvoirs. Il y avait cet autre type de talisman qui représentait une partie du corps et qui était considéré comme particulièrement efficace en termes de protection. Le sexe masculin, le phallus, de forme et de taille diverses. On trouve des phallus en bronze, en os, en or, des phallus ailés
La fonction de ces petits objets était très claire. Celui qui portait ce genre d'amulette était protégé contre les mauvais esprits. Élément. Et ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces pièces en os représente un double phallus. Il faut imaginer nos Pompéiens qui tentent d'échapper à l'éruption et qui choisissent dans la précipitation ce qu'ils vont emporter avec eux pour les protéger dans leur nouvelle vie, s'assurer la clémence des dieux et survivre à la catastrophe. Sur le site, dans une chambre à coucher attenante à l'atrium, l'équipe fait une autre découverte qui témoigne du chaos qui régnait à Pompéi quelques heures avant la fin. Dans cette pièce, il y a eu un incendie. Nous avons trouvé des résidus carbonisés et relevé des traces de feu sur les murs. Le mobilier en bois a brûlé et peu après, le plafond, qui était décoré de fresques, s'est effondré sur les restes calcinés et a recouvert les traces de l'incendie. Il est rare de trouver des vestiges de mobilier romain, car le bois se décompose rapidement. Mais ici, les restes de ce lit carbonisé par l'incendie ont été préservés. C'est incroyable. Nous avons pu reconstituer la forme de la tête de lit. Nous connaissons aussi les dimensions du lit parce qu'on voit nettement l'emplacement des supports en bois dans lesquels les pieds en métal venaient s'emboîter. Il y en avait un ici, c'est très net, et un autre là, qui a laissé une empreinte. Donc nous connaissons la taille de ce lit. Et là-bas, nous avons des traces d'oreillers en laine, qui étaient recouverts d'un tissu semblable à notre toile de jute, une étoffe à large trame. Voici une série de lampes de petit format très courantes à l'époque. C'était le moyen le plus utilisé pour s'éclairer, une fois que le soleil était couché. La lampe qui a peut-être causé l'incendie dans cette chambre à coucher devait être un modèle de ce genre. L'huile brûlante s'est répandue au moment de la chute et a mis le feu. Malgré le chaos, la ville a échappé aux 3 premières coulées pyroclastiques meurtrières qui se sont déversées vers l'ouest, sur la ville d'Herculanum. Mais à l'aube, la chance va tourner. La 4e coulée s'est dirigée vers le sud-est, droit sur Pompéi. L'air était saturé de dioxyde de soufre, ça sentait l'œuf pourri. Et si la pluie de cendres et de projections volcaniques avait été terrible, ce n'était rien comparé à ce qui allait suivre. Ceux qui avaient survécu à l'effondrement des toitures ont vu un gros nuage se précipiter vers eux depuis le sommet du volcan. Il était encore loin, mais il se déplaçait très rapidement. Une nuée ardente meurtrière s'abat sur la ville, recouvrant tout sur son passage. Aujourd'hui, des vestiges témoignent de la force et de la violence de ces coulées pyroclastiques. Ces roches racontent un moment clé de l'histoire de l'éruption. Dans la partie basse, on voit les dépôts de cendres et de ponce tombés pendant la première phase de l'éruption. Au-dessus, nous avons un autre type de roche,
qui présente une série de lignes subhorizontales caractéristiques que l'on appelle des laminations. Elles se forment sous l'effet de flux à mouvement rapide, qui se déplacent si vite que les matériaux n'ont pas le temps de former des ondulations. Les sédiments sont aplanis. Ces roches ont donc été déposées par l'une des déferlantes pyroclastiques. C'est terrifiant de penser qu'une couche de roche, qui ne fait jamais qu'un mètre d'épaisseur, ait pu causer tant de victimes. Imaginons que j'ai réussi à m'extraire de cette première couche de cendres. J'en aurais eu jusqu'à la poitrine, ma tête aurait dépassé. Avec de la force et un peu de chance, j'aurais réussi à me hisser au-dessus. Mais ensuite, la force de la coulée pyroclastique m'aurait emporté et je n'aurais pas survécu. Dans les années 60, les archéologues ont découvert un groupe d'individus ensevelis sous les cendres près de la porte sud. On les appelle aujourd'hui les fugitifs. Les spécialistes pensent qu'ils ont survécu à la première phase de l'éruption, avant d'être tués par la coulée pyroclastique. Certains sont jeunes, d'autres plus âgés. L'un d'entre eux porte un enfant d'un peu plus d'1 an, trop jeune pour marcher. Ils se sont rassemblés. Ils ne sont pas morts au début de l'éruption. Ils ont survécu jusqu'au matin suivant. Comment réagirait-on dans une situation où, comme à Pompéi, on a peu de temps pour prendre une décision? Les gens étaient affolés. Ils avaient peur. Ils étaient indécis. Que doit-on faire? Où doit-on aller? Est-ce le bon moment? Mais on se rassemble. Parce que dans ces circonstances, on veut être auprès des gens que l'on connaît bien. L'équipe déblaye une vaste pièce située dans une autre maison, elle aussi luxueuse. Les peintures murales aux couleurs éclatantes laissent penser qu'il s'agit de la demeure d'un riche pompéien. Pense qu'ici on est juste au pied du mur. Plus on avancera dans la pièce, plus on aura des chances de trouver un joli motif au centre du dallage. Les fresques aux couleurs vives de ce salon présentent un contraste saisissant avec celles de la pièce voisine. Là, des peintures murales exceptionnelles commencent à émerger des débris. C'est fascinant. La qualité est extraordinaire. Il y a ici 3 personnages et un chien de chasse représenté avec une grande minutie. Regardez les yeux, tous ces détails. Ici, par exemple, on remarque la transparence du vêtement. Tout est précis. L'expression du visage, les cheveux. Cette œuvre est d'une grande beauté. La scène est tirée de l'Iliade d'Homère. On y voit Paris, prince de Troie, lors de sa première rencontre avec Hélène, la plus belle femme du monde grec. Parce que le soir, on allumait des lampes. Or, la fumée de ces lampes avait tendance à noircir les murs. Et Vitruve, dans l'un de ses écrits, recommande de peindre les murs en noir dans les pièces utilisées en hiver et éclairées par des lampes pour masquer les traces de fumée sur les murs. Une autre fresque montre le dieu Apollon avec sa lyre, tentant de séduire Cassandre, la prophétesse.
Je pense que l'objectif premier était d'afficher son éducation et sa culture. Je sollicite votre vote. Il demande à être élu édile de la ville. Maintenant, grâce à cette inscription, nous savons qu'il s'appelait Aulus Rustius Verus. Fabuleux. Aulus Rustius Verus était-il le propriétaire de tous ces bâtiments? La foulerie, la boulangerie et la demeure somptueuse avec son impressionnant salon aux murs noirs. Pour un personnage public, candidat à une élection, posséder une boulangerie était un atout certain. Dans l'Antiquité, la lutte contre la corruption n'était pas le souci premier. Le fait d'influencer les électeurs était une chose communément admise. On pouvait en quelque sorte acheter les votes. On imagine très bien le discours. Cette boulangerie appartient à ce type épatant, Aulus Rustius Verus. Si le pain que vous achetez est bon marché, c'est grâce à lui. Donc quand vous mangerez votre pain quotidien, ayez une pensée pour cet homme formidable et n'oubliez pas de voter pour lui. Mais l'ascension politique d'Aulus Rustius Verus va être brisée net. L'éruption du Vésuve va tout emporter avec elle. Et quand la 6e et dernière coulée pyroclastique ensevelit ce qu'il reste de la ville, Aulus comme Pompéi sombre dans l'oubli. « 1700 ans plus tard, l'ancienne cité antique est redécouverte. Au fil des siècles, alors que ces bâtiments, ces artefacts et ses habitants émergent peu à peu des cendres et des débris volcaniques, les archéologues commencent à écrire l'histoire de Pompéi. Ces fouilles ouvrent un nouveau chapitre. Après un an de travail dans l'Insula 10, Gennaro, Alessandro et les membres de l'équipe commencent à appréhender l'histoire de cet extraordinaire ensemble de bâtiments et de ses habitants. L'histoire de Pompéi est une histoire fragmentaire. Mais en rassemblant les fragments, on peut reconstituer de petites histoires. Elles sont souvent très proches de la vérité. Quand on observe les salons, les chambres à coucher, les salles de bain, on comprend comment ces gens vivaient. L'équipe a donc mis au jour le complexe commercial prospère d'Aulus Rustius Verus, qui comprenait un important négoce de boulangerie. Vu ses dimensions, on pense à un four à usage commercial. Et une laverie haut de gamme avec un système de tuyauterie vieux de 2000 ans. La voilà. C'est extraordinaire. Ce n'est pas un conduit normal. Il est hors norme. Ces deux commerces donnaient sur un espace d'accueil richement décoré, où d'imposants meubles en marbre et des fresques originales indiquaient aux visiteurs qu'Hervé était un homme riche. Le plat est simple, mais l'exécution de grande qualité. À proximité, d'autres fresques colorées commencent à émerger. C'est un grand atrium. Donc cette maison devait appartenir à une famille aisée. Mais je pense que cela témoigne surtout d'une volonté d'afficher une prospérité plus que de leur richesse réelle. Je pense que les propriétaires voulaient donner l'image d'une famille fortunée. Le grand plateau comme la coupe sont en argent, signe de richesse. Il y a beaucoup de détails, de couleurs différentes. C'est un travail soigné. C'est singulier, original. Une commande sans aucun doute. Ils ont investi du temps et de l'argent dans cette fresque.
L'atrium n'était pas terminé, elle venait donc d'être peinte. Et s'ils étaient en train de refaire cet espace, elle a sans doute été exécutée peu de temps avant la catastrophe, voire en 79, l'année même de l'éruption. Ainsi, ces esclaves étaient peut-être au sens propre, emprisonnés dans le fournil. Il n'y a pas de lumière, très peu d'espace. L'air est saturé de poussière de farine, on respire mal. On est enfermé là toute la journée à faire un travail éreintant, monotone. Dans l'Antiquité, le sort des esclaves qui travaillaient dans ce genre de boulangerie était sans doute l'un des plus terribles. « 2000 ans après l'éruption de 79, le Vésuve est toujours en activité. Une menace qui continue de planer sur la ville. On imagine la scène, l'endroit où ils mangent tous les jours. L'un d'entre eux allume le feu et prépare le repas, tandis que les autres continuent de travailler. L'un des hommes est assis sur les marches. Il décortique un morceau de porc ou de poulet. Puis ils mettent les os de côté en se disant qu'ils les jetteront plus tard à la fin du repas. Mais ils n'en ont pas eu le temps. C'est une scène assez touchante, parce que c'est la vie dans ce qu'elle a de plus banal.